Allez, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous revoir pour cette nouvelle session des copilotes Office Hour en français. Alors, je suis Gaëtan Huren, aka GHU sur GitHub, Solution Engineer à GitHub. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir également Thomas Dupoiron, si tu veux te présenter. Bonjour Gaëtan, bonjour à tous. Mon nom est Thomas, je suis Customer Success Architect à GitHub également, basé en France. À toi Gaëtan. Allez, donc, pour ceux qui sont habitués déjà à ce genre d'événements, sachez qu'il y a des replays disponibles sur le lien qui est affiché dans la slide et sur le QR code. Donc, les Office Hours, ça fait déjà quelques temps que ça existe, hein. Il me semble que c'est une cadence de 1 par mois. Bon, de toute façon, vous avez toutes les infos sur cette URL-là. Comme d'habitude, le format de cet événement, c'est donc 1 heure, hein, avec 20 minutes, 20 à 30 minutes de présentation démo et 30 minutes de Q&A. Voilà, c'est assez variable, mais en général, on respecte à peu près cette proportion. C'est gratuit, ouvert à tous les développeurs, mais pas que, en fait, hein, pour toutes les personnes intéressées sur GitHub Copilot. Et sachez que maintenant, il y a aussi un Be Our Guest qui, en fait, on vous incite, si vous le souhaitez, à nous raconter, vous, comment vous utilisez Copilot dans votre projet, de façon à notamment en parler lors des Copilot Office Hours, si vous le souhaitez. Voilà, alors. Donc l'agenda, de façon classique, une introduction, what's new, donc c'est-à-dire le changelog, les événements majeurs qui ont été released sur Copilot, GitHub Copilot depuis le dernier Office Hour, donc il y a à peu près un mois. Une démo qui va durer même plusieurs démos aujourd'hui, on va quand même vous gâter parce que c'est Noël, qui vont durer bon, de 15 à 20 minutes, disons, et puis le reste, on le prendra pour toutes les questions qui avaient été posées lors des Copilot Office Hour précédents. Donc, sachez que là, notamment dans le Q&A sur l'événement, vous pouvez poser vos questions, même si on n'a pas le temps de revenir dessus lors de cette session. En général, ce qu'on fait, c'est qu'on les reprend pour la session suivante. Et donc, sans plus attendre, maintenant, je pense que Thomas va se faire un plaisir de nous annoncer ce qu'il y a eu de nouveau sur Copilot. Il y a Allez, je eu démarre sur... beaucoup de nouveautés. Il faut imaginer qu'on publie plusieurs dizaines de nouveautés sur le changelog chaque mois. Donc, il faut vraiment s'abonner au changelog de GitHub. On communique sur toutes les fonctionnalités qui sont envoyées sur la plateforme. Et sur Copilot en particulier, d'autant que cette fin d'année est très riche, puisque fin octobre, il y a eu notre événement Universe à San Francisco, dans lequel on a apporté des nouveautés majeures sur le produit. À commencer par, évidemment, des nouveaux modèles qui viennent enrichir Copilot, avec Raptor Mini qui est disponible pour toutes les offres Pro et Pro+. Il y a la suite OpenAI qui a été mise à jour avec les GPT 5.1, puis 5.1 Codex, Codex Mini et Codex Max. Gemini 3 Pro qui est sorti il y a 2 ou 3 semaines maintenant. Et ce qui est important de dire, c'est que nous arrivons à sortir dans Copilot les modèles le jour de leur sortie officielle par les éditeurs, ce qui est assez incroyable. Et finalement, Claude Opus 4.5 qui est extrêmement performant et qui est en train de détrôner Claude Sonnet, il me semble. Ouais, mais vraiment, il est quand même très très puissant celui-ci, c'est clair. Si vous ne l'avez pas utilisé, il faudrait peut-être y penser. Parmi toutes les fonctionnalités qu'on a évoquées, qu'on a annoncées à GitHub Universe, il y a un nouveau mode plan, planning, vous l'appelez comme vous voulez. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que ça vient dans une démarche plus globale de context engineering. C'est très important pour pouvoir avoir des suggestions et des résultats extrêmement bons avec GitHub Copilot, d'aborder une approche de spécification avant de commencer l'implémentation. Donc vous avez peut-être entendu parler des instructions, des prompts, peut-être du spec kit, mais maintenant il y a le plan mode. Le plan mode vous permet de discuter avec le chat, de réfléchir sur une implémentation, une solution à adopter. Le chat va revenir avec des questions, il va vous poser plein de questions que vous allez pouvoir alimenter. Et une fois que vous êtes prêt, à la fin de la discussion, vous verrez, il y a des hand-offs, des boutons qui vous permettent de déclencher l'implémentation. Ce système de plan mode est en train progressivement d'être déployé sur github.com dans le chat que l'on appelle Brainstorm.
Voilà, c'est vrai, moi j'ai testé un peu sur GitHub.com le brainstorm et il m'a créé plein d'issues sur lesquels après j'ai pu partir pour faire ma petite application personnelle. Et en fait, le plan de mode, on va le voir aujourd'hui, hein, c'est rien d'autre qu'un custom agent. Les custom agents ont également été annoncés à Universe et sont progressivement alignés sur tous les clients copilotes, que ce soit dans l'IDE, dans le CLI et sur github.com, on va le voir aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de chat mode sur septembre-octobre, c'est désormais appelé Custom Agents partout sur la plateforme. L'idée, c'est de créer des agents qui sont spécialisés. Spécialisés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir des instructions particulières, ils vont avoir des outils particuliers. Si vous connectez votre agent à des MCP serveurs, par exemple, peut-être que vous ne souhaitez pas donner l'ensemble des tools, l'ensemble des prompts des MCP serveurs à votre agent, mais simplement un sous-ensemble. Eh bien, c'est possible désormais avec les Custom Agents. On va pouvoir donner une description ou des agents particuliers ou des modèles particuliers sur lesquels ils s'exécutent. Et enfin, encore une fois, des end-off, ce sont des boutons pour pouvoir accéder ou enchaîner plusieurs agents à la suite. Allez, j'enchaîne de suite parce que de toute façon, on va faire une démo sur ça. Une fonctionnalité importante également qui a été présentée et qui est désormais disponible sur VS Code, c'est la notion de sub-agents isolated, des agents, des sous-agents isolés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent, quand on parle avec le chat, on a une discussion qui est extrêmement riche et dans laquelle il va aller piocher de l'information dans son contexte, que ce soit sur le repository, dans le terminal ou dans des applications externes au travers des MCP. Et parfois, cette information enrichie, provenant d'un contexte différent, peut venir polluer un petit peu la discussion et éventuellement emmener le chat à répondre sur quelque chose qui n'était pas exactement la discussion principale. Donc l'idée des sub-agents, c'est de dire, OK, va chercher de l'information dans ce contexte, va chercher de l'information dans le repository, dans un agent qui fonctionne en arrière-plan, en sous-marin, et ne renvoie dans la discussion principale que l'information importante, le résultat de cette recherche. Et grâce à ça, on va pouvoir avoir une discussion principale beaucoup plus fluide, qui sera beaucoup plus simple et qui va permettre d'avancer de manière plus précise dans notre discussion. Voilà, notamment pour les utilisateurs de VS Code, je crois que des fois on voit summarizing chat history. Bon, ben, j'imagine que ce feature-là permet de mettre ça plus à distance, mais bon, on va quand même y arriver tôt ou tard. Bon, ensuite, il y a eu quelque chose qui est intéressant, l'intégration de l'inter pour CCR. Alors, CCR, c'est Copilot Code Review. Hein, c'est c'est l'outil de Copilot qui va faire de la revue de code dans l'IDE, mais là, pour le coup, l'intégration de l'inter, c'est aussi au niveau de l'APR et principalement au niveau de la pull request, donc lorsque le code est sur github.com. C'est-à-dire qu'on peut assigner Copilot pour revoir le code poussé. Et là où au début, en fait, Copilot utilisait vraiment des inférences IA pour sentir des code smells ou des mauvaises pratiques de code, on vient cette fois-ci rajouter un peu de déterminisme en rajoutant donc des linters, à savoir ESLint et PMD. Voilà, je ne connaissais pas PMD, d'ailleurs ça a l'air très puissant, je n'ai pas encore eu l'occasion de trop jouer dessus, mais peut-être que vous connaissez. Et donc ça fait que CCR devient quelque part assez puissant parce qu'il combine l'IA, les linters et aussi l'analyse statique par code QL. Voilà, donc tout ça, c'est configurable par rule set. Vous savez, notre mécanisme à GitHub pour protéger les branches. Typiquement, la branche de production qui correspond à main ou master va être automatiquement Enfin, on va toujours utiliser des PR pour arriver sur la branche de production et Copilot Code Review fera des reviews sur toutes les PR qui visent cette branche. D'un point de vue gouvernance, alors je pense que vous connaissez déjà les MCP, hein, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle. Jusqu'à récemment, ce qu'il se passait, c'est que les MCP, ça étendait et ça étend toujours de façon drastique le comportement de copilote et des agents IA. Par contre, comme ça donne beaucoup plus de pouvoir, ça aussi potentiellement ouvre des failles de sécurité, plutôt, vous savez, un MCP mal codé, voire malveillant. Et donc, on savait que beaucoup d'entreprises préféraient désactiver ça. Voilà, donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'à GitHub, on a créé, alors, on se base sur sur une spécification ouverte de registry et on permet aux administrateurs de renseigner un registry pour faciliter la découvrabilité des MCP.
et aussi restreindre les MCP installables dans les IDE des développeurs. Donc, c'est vraiment là pour lier, dans le contexte d'une entreprise, les atouts des MCP avec une gouvernance sur ce qui peut être installé. Toujours, on va dire, en termes de gouvernance, mais pas que, en fait. Là, c'est plus en termes d'extension. On peut maintenant, dans une entreprise, utiliser des clés API, donc Anthropic, Azure Foundry, OpenAI, XAI, pour rajouter des modèles propres à l'entreprise dans Copilot. Donc voilà, le but, c'est vraiment de brancher des modèles et ça a été pensé pour les besoins de l'entreprise. Donc sachez que c'est possible, c'est un feature qui est vraiment en cours de développement, mais voilà, on pourrait presque penser à faire du modèle local si on le souhaitait, hein, c'est assez extensible. Voilà, donc je pense que sans plus attendre, on va pouvoir passer à la démonstration. Donc je crois que là, ça va être au tour de Thomas. Allez, super, j'espère que vous pouvez voir mon écran. Normalement, vous voyez une belle interface avec une jolie guirlande de Noël qui nous rappelle que c'est l'heure d'acheter les cadeaux. Mais surtout, parmi les cadeaux, pourquoi pas, on pourrait acheter des livres. Et d'où cette librairie en ligne, un petit bookstore qui va nous servir de jeu pour manipuler un petit peu Copilot et voir comment on peut améliorer cette petite application. Alors, on a déjà pas mal de choses, hein. Vous voyez qu'on a un mode d'art qui est déjà implémenté. On a une recherche par auteur qui fonctionne, super. Et puis, on a cette petite liste de livres. Alors, moi, ce que j'aimerais faire pour commencer, c'est avoir une vue avec des listes plutôt que des tuiles comme ça, et puis avoir un petit bouton qui me permet de basculer du mode tuile au mode liste. J'aime bien faire ça et c'est assez pratique. Donc là, je suis dans mon VS Code et j'ai ouvert le projet. Vous voyez, c'est sur la gauche, c'est un projet TypeScript. J'ai déjà démarré l'application et donc j'ai mon mode agent qui est là à ma disposition et sur lequel je vais pouvoir travailler. Alors, ce qu'on peut faire, c'est simplement lui dire, sur la présentation des livres, je voudrais une vue liste et un bouton type slider pour basculer de vue liste à grid. Voilà. Et je vais simplement balancer comme ça, et pendant qu'il travaille, je vais pouvoir vous montrer un certain nombre de choses. Donc déjà, je suis dans mon mode agent. Et donc si vous vous rappelez, ce mode agent, il arrive avec une boîte à outils. Cette boîte à outils, si on regarde, elle est faite d'un certain nombre de fonctionnalités natives. Ok, donc mon agent a le droit d'aller lire les changements, d'aller éditer du code, d'aller lire des URL publiques, etc. Mais aussi exécuter des commandes dans le terminal et autre chose. Ensuite, si on défend ça, on va trouver tous les MCP ou toutes les extensions qui exposent du langage pour le chat. Donc là, on voit que j'ai mon MCP GitHub avec la possibilité d'interagir directement depuis le chat avec mes pull requests, avec mes issues, etc. Donc c'est assez puissant et grâce à ça, on va pouvoir tout à l'heure aller lister les issues et puis demander d'interagir avec. Alors, il est un petit peu lent, mais je suis sûr qu'il va s'en sortir. Ça me permet, je vais continuer en attendant, de vous montrer qu'il y a des nouveaux modèles qui ont bien été introduits, notamment le Opus 4.5, le 3 Pro et puis les différents codecs. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez cliquer sur Manage Model et ça vous permet éventuellement d'apporter une clé provenant d'une souscription aléatoire ou alors d'aller même sélectionner les modèles que vous voulez afficher dans votre modèle picker. Donc là, j'ai de sélectionner Haiku ou Opus par exemple, et tout d'un coup, eh bien, il va réapparaître ici dans ma liste. Ok, il commence à travailler. Pendant ce temps, je vais commencer à introduire d'autres notions, pourquoi pas. Il était en train de prendre le goûter. Ah ouais, complètement là. Eh oui. Là, il prend son temps. Mais c'est pas grave, ça y est, ouf, il commence à travailler. Alors pour rappel, la manière dont le mode agent fonctionne, c'est qu'il va commencer par comprendre l'intention. Ensuite, il va découvrir le workspace pour comprendre comment l'architecture fonctionne et qu'est-ce qu'il doit modifier. Et ensuite, il va faire un plan d'action. Ce plan d'action va définir les étapes à réaliser avant d'arriver jusqu'au bout de l'implémentation. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que le mode agent a cette capacité à observer les résultats, exécuter des commandes éventuellement et vérifier si tout se passe bien. Donc là, vous voyez, dans ma boîte à outils, j'ai notamment
le MCP Playwright, on pourrait tout à fait demander à l'agent, une fois l'implémentation terminée, de lancer des tests d'interface pour vérifier que tous les boutons fonctionnent comme attendu. OK. Donc là, on est à la fin de l'implémentation. Vous voyez que je n'ai pas cliqué sur Keep ou Undo, hein. C'est déjà sauvegardé, mais j'ai quand même cette possibilité de revenir en arrière si je le souhaite. Et donc maintenant, si je vois ça, je vois que j'ai un petit slider qui vient d'apparaître avec une vue liste et puis ma vue tuile qui est revenue. Alors, je peux demander 10 fois la même chose, j'aurai 10 boutons différents. Et c'est un petit peu ça, hein, la magie de l'IA, c'est que c'est probabilistique. Et donc, il faut passer son temps à décrire de manière extrêmement précise ce qu'on souhaite faire. On pourrait tout à fait se connecter à Figma pour aller récupérer des graphiques ou mieux, ou d'autres choses. Mais l'idée principale, c'est de se dire il faut arriver avec des instructions, avec des précisions sur les spécifications de ce qu'on a envie de faire. Donc là, je vais faire une deuxième implémentation. On va mettre en place l'internationalisation et puis pouvoir traduire ça en allemand, en français ou n'importe quoi. Et donc là, vous voyez que je vais ouvrir mon mode agent et j'ai pas mal de choses, hein. Vous reconnaissez le mode Ask et Edit qui sont les modèles legacy, les modes legacy dans lesquels on pose une question et on a une seule réponse. Le mode agent, on vient de le voir, et le mode plan, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le mode plan n'est rien d'autre qu'un mode agent spécialisé. Donc on va lui dire je veux mettre en place l'internationalisation de mon site. Et je pars comme ça sur quelque chose d'assez vague, et vous allez voir que Copilot, en mode plan, ne va rien implémenter, il va plutôt revenir avec des idées et des questions à me poser. Et au fur et à mesure que je vais répondre aux questions, je vais affiner mon intention, je vais mieux décrire ce que j'ai envie de réaliser, je vais sélectionner des librairies, je vais choisir des design patterns, etc. Ce qui va permettre de créer des spécifications avant l'implémentation. Et vous allez voir, je vous invite à le faire régulièrement, mais écrire des instructions ou écrire des spécifications pour l'IA avant de lancer l'implémentation donne des résultats qui sont bien meilleurs, de bien meilleure qualité. Et aussi, ça va éviter à l'agent d'halluciner, c'est-à-dire, quand on pose 10 fois la même chose, d'avoir 10 réponses qui sont totalement différentes. Alors en fait, pendant qu'il travaille, je peux vous montrer à quoi ressemble le mode plan, puisque c'est rien d'autre qu'un custom agent. Je ne vais pas rentrer dans le détail des custom agents, parce que Gaëtan va nous montrer ça super bien ensuite, mais on peut quand même aller voir les custom agents, et notamment le mode plan. Et en fait, qu'est-ce qu'on voit? On voit que un custom agent est toujours décrit de la même façon. On a une description qui explique un petit peu l'intention. Ensuite, on a une liste de tools. Je vous disais tout à l'heure, c'est un agent spécialisé, donc avec une liste de tools précise. Et donc là, on voit bien que c'est un outil qui est en lecture seule. Il n'a pas le droit d'éditer du code, il n'a pas le droit de lancer des tasks ou d'exécuter des commandes, etc. De la même façon, il n'a pas le droit d'interagir avec mon GitHub ou mon MCP Server Playwright. Ensuite, on a des handoffs. Ces handoffs correspondent à des boutons d'action à la fin de la session. Et d'ailleurs, vous allez le voir, une fois qu'il aura terminé, il va me poser des questions, mais aussi me proposer de lancer l'exécution. C'est ce qu'on voit ici avec le Start Implémentation ou Open Editor. Ça correspond exactement à ces handoffs. Donc là, on va répondre. On va lui dire que 1, langue par défaut, c'est anglais, puis français et allemand, voilà. Et puis, on va pas répondre au 1, au 2 et 3, on va juste continuer comme ça. Et vous voyez qu'on peut avoir une discussion simplement avec des questions-réponses pour pouvoir affiner notre intention. Alors là, on voit bien aussi qu'on a des instructions spécialisées pour ce mode plan. Ce mode plan est un agent de planning et pas d'implémentation. Et c'est très important. Et comme ça, je vais pouvoir enrichir, orienter la manière dont l'agent spécialisé me répond. Donc maintenant, je clique sur Start Implémentation et on va le lancer. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais quand j'ai cliqué sur Start Implémentation, on est rebasculé sur un agent classique. Et ça, c'est grâce à l'information qu'on a dans le handoff ici qui dit que l'agent de sortie, quand on clique sur le bouton, c'est l'agent par défaut, mais je pourrais très bien ici mettre un autre agent spécialisé et comme ça créer une chaîne d'agents. Si on a des processus métiers à implémenter ou des processus techniques, par exemple, avant de pousser du code, il faut écrire la documentation, il faut mettre à jour le ticket Jira, il faut venir pousser le code sur une branche particulière. Et bien tout ça, ça pourrait être des custom agents qui s'enchaînent les uns après les autres juste grâce à des boutons handoffs. Ok, on va le laisser travailler encore une petite minute.
Voilà. Et vous voyez qu'il a généré un plan d'action. Donc là, on a 8 étapes dans ce plan d'action. Il commence par installer des dépendances, puis ensuite, il va créer un certain nombre de choses. Ça me permet d'introduire le troisième démo que je voudrais vous montrer, c'est l'agent asynchrone sur github.com. Parce que là, je suis en train de lui lancer des sessions agentiques, mais en réalité, je suis extrêmement passif. J'ai lancé l'action et puis maintenant, je ne fais plus rien. Et j'attends. Donc, c'est pas super et je pourrais en fait orchestrer plusieurs agents qui travaillent en même temps. Ça serait quand même plus intéressant. Donc, pour ça, il y a plusieurs manières de faire. On va d'abord aller sur github.com. Ici, je suis dans mon repository et puis on voit que j'ai un certain nombre d'issues qui ont été créées. Tiens, je suis en train de travailler sur celle-ci d'ailleurs. Internationalisation pour l'anglais, le français et l'espagnol. Alors j'avais mis l'allemand, mais c'est pas très grave. On peut en prendre une autre, par exemple, tiens, le Swagger UI, je l'aime bien celle-là. Elles sont très belles ces issues, avec des beaux labels, des beaux types. Enfin. Je pense que l'IA nous a aidé à les écrire, non? Non, alors si vous voyez qu'en haut à droite, je suis assigné à cette issue, mais moi je n'ai pas envie de le faire. Alors je vais simplement me désassigner et je vais l'assigner à copilote, beaucoup plus simple. Et grâce à ça, je vais lancer une session de coding agent asynchrone sur le cloud. Là, je peux définir des instructions supplémentaires. Je vais pouvoir sélectionner un agent spécialisé. Je vais pouvoir sélectionner le modèle que je souhaite utiliser. On va laisser le mode auto, c'est très bien. Et je vais l'assigner. Ça, c'est une façon de faire. Une autre façon de faire, c'est simplement d'utiliser le panel contrôle ici des agents, voilà, et de lancer une action. Alors, on voit que il y a mes sessions précédentes qui apparaissent toujours, mais on peut très bien lui dire add an accessibility layout, par exemple pour les gens qui ne voient pas les couleurs ou qui ont besoin de plus de contraste. Alors là, c'est extrêmement simple comme prompt, mais il faudrait pouvoir enrichir les choses, bien sûr. Mais je peux continuer comme ça, je peux faire ça depuis VS Code en fait. Parce que si je vais sur la gauche ici, je vais trouver les petits commentaires qui correspondent au mission control, comme on appelle l'espace où on gère toutes nos sessions agentiques. Donc là, on retrouve nos sessions locales que je suis en train de lancer à droite, notamment avec l'implémentation de l'internationalisation. Mais je vais trouver également mes sessions cloud qui sont ici et je vais pouvoir, pourquoi pas, en lancer une nouvelle. Et donc là, je vais lui dire implement et create, read, update, delete UI for adding more books. Alors, je ne sais pas pourquoi je suis passé en anglais, mais c'est pas grave. C'est l'habitude. Ouais, c'est ça. Et quand je la lance ici, en fait, je la lance dans le cloud, je la lance pas dans l'IDE. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'ensuite, je vais pouvoir, depuis github.com, aller voir toutes mes sessions en cours. Et ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, je viens de lancer le CRUD, il est ici, j'ai 3 sessions qui sont en cours, qui ouvrent chacun leur branche et leur pull request. Donc si j'ouvre la première, par exemple, on va voir qu'on peut tout à fait suivre les sessions et elles sont toujours de la même manière. D'abord, on lance les MCP serveurs par défaut ou ceux qui ont été configurés, qui nous permettent d'augmenter notre boîte à outils. Ensuite, on vient découvrir le repository. Et si j'en prends une qui est terminée, vous verrez également qu'il y a l'implémentation, il y a une code review, il y a une analyse code QL, il y a des playwright MCP qui sont appelés en cas de changement sur l'interface graphique. Et à la fin, tout ça est visualisé dans une pull request qui est assignée à l'auteur du changement. Donc là, on voit, par exemple, celle-là, c'était de m'ajouter en crédit de l'application. Voilà. Et effectivement, on peut voir qu'il y a bien mon nom qui apparaît sur le screenshot qui a été pris par Copilot tout à l'heure, juste avant de démarrer la session. Ok, avant de laisser la main, on va regarder s'il a terminé l'internationalisation. Et après, je te laisserai faire ta démo. Ça marche. Bon, alors je vais préparer tout. Hop. Alors là, on a vu que j'ai été obligé de cliquer sur Continue parce qu'en fait, il y a un certain nombre d'itérations à partir duquel il se dit est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce qu'on continue? Est-ce que je suis allé trop loin? C'est un paramètre qui est tout à fait configurable en fait. On pourrait lui dire au bout de 10, 20, 50 itérations, on stoppe, on se met en pause ou pas du tout d'ailleurs. Voilà, il dit que l'implémentation est complète. Donc, est-ce que mon application est toujours active? Oui, on va aller voir ça. Eh bien, écoutez, j'ai un modèle picker, enfin, j'ai
language speaker qui apparaît là. Et si je Hmm. passe en français, ça a l'air pas mal. Donc c'est super. Et ben, là-dessus, je vais te laisser la main, Gaëtan. Allez, merci. Ben, manque plus qu'à traduire les livres. Alors, je vais partager mon écran. Thomas, est-ce que tu me confirmes que tu le vois ou pas encore, peut-être? Je vois VS Code, c'est parfait. Ok. Ok, donc moi, dans cette démonstration, je vais pas présenter, si, ça, je vais présenter quelque chose de nouveau, ou plutôt, c'est vraiment comment on l'applique à un use case intéressant. Donc, en l'occurrence, ici, je vais utiliser ce petit agent. J'étais en train de regarder le plan que montrait Thomas, hein, et vous voyez, en fait, c'est intéressant parce qu'il y a vraiment des façons de mettre le focus sur, lorsqu'on parle à une IA, et je me demandais si ça, c'était des marqueurs choisis aléatoirement ou pas. En tout cas, moi, mon agent, c'est celui-ci, c'est un compliance auditor. Et donc, parce que pourquoi je choisis de montrer celui-ci, c'est parce qu'en fait, à GitHub, on travaille avec beaucoup d'entreprises et beaucoup de ces, ou des, enfin, voilà, des architectes, enfin, beaucoup de personnes différents, et ils aimeraient bien avoir un moyen, depuis l'IDE, de savoir si oui ou non leur application, leur code correspond à des standards de sécurité, de front-end, de X ou Y de la compagnie. Et donc, moi, je me suis dit que ça serait pas mal de faire ça avec un agent. Donc, c'est clair, je me suis aidé d'une IA, typiquement de copilote, hein, pour écrire ça. Mais bien entendu, moi, j'aime bien travailler comme ça, comme beaucoup de personnes, hein. D'abord, je fais un premier jet avec l'IA. Et après, je relis et je dis, attends, là, ça va, là, ça va pas, là, ça va, là, ça va pas. Donc, vraiment, je le teste, je l'éprouve. Une fois que je suis content, je m'en sers. Et donc, cet auditeur, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, eh bien, deux choses. Déjà, il a les outils. Qu'est-ce qu'il a comme outil? On peut déjà avoir une idée. Donc, il va regarder les changements, les problèmes. Bon, effectivement, moi, j'aime bien éventuellement le faire dans un subagent. Ce ne sera pas l'objet de cette démonstration. Il va avoir accès à l'ensemble de la code base, des to-do et de façon un peu plus spécifique, il va avoir accès à certains fichiers et à certains repositories de GitHub. Et pourquoi c'est intéressant? C'est parce qu'en fait, ici, hop là, on est où là? Voilà, ici, j'ai ce repository, c'est moi qui l'ai créé pour mes testbeds, hein, pour mes démos. On pourrait tout à fait imaginer que c'est le repository officiel de ma compagnie. Il pourrait être ailleurs, en fait. Il pourrait tout à fait être sur du Confluence, sur de l'Azure DevOps. À l'instant qu'il y a un MCP pour récupérer du contenu, pour se brancher à là où sont les guidelines, ça va être ingérable, en fait, par copilote. Donc, bon, moi, je l'ai mis ici. Vous voyez ici, il y a plusieurs fichiers. Donc là, j'ai notamment... voilà, le standard de front-end, bon, on pourra revenir dessus, ils sont somme toute assez simples. Et c'est ce sur quoi va se baser mon custom agent. Donc, très rapidement, hein, il va aller récupérer les standards dans le repository et puis il va analyser ma code base et puis il va me dire ce qui est bon et ce qui reste à faire. Donc, en fait, j'aurais même dû le lancer de suite, comme ça, moi, on aurait gagné du temps. Donc, je le passe et je vais lui dire, OK, vérifie la conformité de mon application. Hop, je vais tout fermer, hein, juste pour montrer que vraiment, on n'est pas pollué par ce qui est ouvert. Vérifier la conformité de mon application. Alors, il y a beaucoup de modèles, hein. Moi, je suis sur le 4.5 parce que c'est par habitude. Je n'ai pas forcément encore testé les 5.1, surtout le Max, là, qui a une très grande context window. Donc voilà, là, il me dit, comme attendu, hein, ben, d'abord, choisis un scope. Je vais dire, OK, front-end uniquement. Pas même accessibility parce que je le connais. Sinon, il va essayer de me faire une assessment sur les deux. Et là, j'ai vraiment envie de garder la démo assez courte. Donc, en fait, ça va changer. Ta façon de fonctionner va changer. Des fois, il va d'abord récupérer le code. Ensuite, il va aller sur GitHub. Là, vous voyez, c'est simple. Là, il récupère un petit peu qu'est-ce qu'il y a sur mon repo en termes de front-end standard. Donc, il est en train de faire sa recherche. Bon, j'espère qu'il va récupérer le bon, hein. On va le laisser faire un petit peu. Vous voyez ici qu'il y a deux petits boutons. Donc ça, c'est les end-off que j'ai fait pour mon agent. Donc ça va être soit on passe au mode agent et on va fixer les issues, soit on passe avec le documentation specialist, qui est un autre agent que j'ai pas encore trop rodé pour être honnête, mais qui permettrait de documenter en fait les améliorations qu'on a fait d'un point de vue compliance. Alors, bon, on va le laisser travailler. En attendant, je rappelle que il y a ce fameux repository
qui partage pas mal de custom agent, mais pas que. Il y a aussi custom instruction, qui est quand même vraiment un plus pour bien utiliser Copilot, enfin, je veux dire, ou n'importe quelle IA générative pour du code de nos jours, que ce soit des custom instructions ou des agents.md, qui est un autre standard, il me semble, c'est vital. Des reusable prompts, voilà, donc ça, c'est plutôt des raccourcis, en fait. Je pense que vous connaissez un petit peu le principe. On va pouvoir les appeler avec des slash commandes dans l'IDE. Donc, comme ça, par exemple. Donc là, bon, moi, je n'ai pas forcément. Si, voilà, ça, tout ça, ce sont mes reusable prompts. J'en ai plein. C'est vraiment sympa. D'ailleurs, pour revenir sur le brainstorm mode du temps qu'il travaille, je m'étais amusé, moi, à brainstormer Copilot pour faire une application. Il m'avait fait 2 epic issues avec une dizaine de sub-issues chacun. Et donc, j'avais créé un repository vide et j'avais créé 2 custom prompts. J'en avais fait un, c'était implement issue, où je disais, ben voilà, ton but, c'est de récupérer l'issue sur ce repo, implémenter dans ce code-là. Et j'avais un autre custom prompt qui s'appelait before commit. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il créait des implementation summary dans mon repository, il mettait à jour le README et il mettait à jour le manuel utilisateur. Et juste avec ces deux custom prompts, j'ai pu créer une petite application assez sympa. Bon, elle fait un tout petit teaser, hein, c'est pas forcément. Ah ben, elle marche pas. Allez, c'est pas grave, j'ouvrirai peut-être après. Donc, en tout cas, là, ça nous a permis d'attendre un petit peu et voyons un petit peu ce qu'il a fait. Il a donc récupéré le front-end standard, donc qui correspond vraiment au fichier que je vais vous montrer. Il a regardé l'ensemble de mon repository. Après, qu'est-ce qu'il est allé faire ici? Ben, ça, il a fait de façon assez proactive. Si on regarde un petit peu mon standard front-end, il y a un point assez important hein, qui dit je veux que tu utilises toujours les templates ou components de ce package-là. Ce package-là, c'est quoi? Ben, derrière, c'est ce bout de code. C'est un autre repo dans lequel sont définis des composants vus. Donc ça, pareil, on pourrait imaginer que c'est vraiment l'équipe web design ou l'équipe web de ma compagnie qui fournit des templates à utiliser pour toutes les web apps créées dans ma compagnie. Vous voyez, ça peut être un cas d'usage. Et donc, lui, puisque dans les guidelines, il disait qu'il faut vraiment regarder, il dit, bon, ben là, il y a un problème, en fait, tu ne les utilises pas. Donc là, bon, on pourrait vraiment regarder un petit peu tout ce qu'il va dire. Hein. Juste, je vais lancer un petit, allez, sur les 2 dernières minutes avant de passer aux questions. Je vais dire, OK, donc je vais passer sur le fix issue et je vais dire, pour le moment, alors on va voir, peut-être qu'il a passé des recommandations. Voilà. Pour le moment, implémente juste. Hop, hop, utiliser star rating de la bibliothèque. Voilà, donc ça, je pense que c'est assez intéressant. Alors, bien entendu, c'est toujours à adapter selon vos contextes, vos guidelines, où est-ce qu'elles sont, quel MCP utiliser. Peut-être que pour vous, vous aurez une autre façon de le prompter. Ici, c'est vraiment un cas d'usage qui permet de montrer l'idée. Et puis, par la suite, il faut toujours l'adapter. Je vais juste essayer de voir si, allez, on a encore une petite minute. Thomas, du niveau démonstration, je pense que toi, tu as fini ou tu voulais montrer autre chose? Écoute, j'ai terminé, mais on peut aussi aller regarder ce que le Coding Agent a fini de faire, si vous le souhaitez. Ouais, je pense qu'il va falloir le faire. Hein. Alors, tac, voilà. Alors, je voulais juste terminer cette petite démo. Vous voyez que les étoiles ont changé parce que dans les coulisses, c'était les étoiles de ce fameux template ici. Hein. Donc, voilà. Globalement, il a bien pris mon star rating et tout est bien, qui finit bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais te laisser peut-être montrer les résultats ou c'est pas encore prêt. Si tu veux, on peut directement passer aux questions. Vraiment, les deux fonctionnent. Ben, on n'a qu'à montrer la première question et après on regardera les résultats. Ah oui, c'est vrai, je me souviens de celle-ci. Alors, comment on va faire? Hop. Ça marche ou pas? Alors, on ne le voit pas en plein écran. Hein. Je vais essayer de le faire. Voilà. Prends un peu de temps. Comment on va faire? Allez, on avance, on avance. Je sais pas. Ça prend un peu de temps. On y est pour bientôt. Voilà, les questions. Alors, pourquoi on a d'abord décidé de passer à la première question? C'est parce que quand même, on a préparé un petit peu en amont.
Et lors d'une dernière session, il y avait eu cette question-là. Pouvez-vous nous montrer comment créer des tests automatisés avec Cypress? Bon, alors, pour être tout à fait honnête, ni Thomas ni moi, on était vraiment au courant de ce qu'est Cypress, il me semble. Donc, il y a plusieurs approches pour faire ça. Moi, bien entendu, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert dans l'IDE, hein. J'avais créé, bon là, je vais le garder. J'aurais tout simplement, puisque c'est un sujet que je connais pas, j'aurais vraiment parti en mode ask et j'aurais fait OK, on m'a demandé d'implémenter des tests Cypress pour ma code base. Voilà, j'aime bien ce mot-clé. Il permet vraiment à Copilot de chercher un petit peu de façon efficace sur tout ma code base. En fait, j'aurais même pu utiliser Planning Mode d'ailleurs, je suis en train de penser. Ok, comment va-t-on s'y prendre? Voilà, ça aurait été une façon de faire, hein. Donc là, ça aurait été itératif et je préfère parce que c'est itératif, ça va me permettre à moi aussi de cogiter et réfléchir et comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais puisqu'on est aussi sur une démo de Coding Agent, ben voilà, on n'a qu'à se le faire ici. Donc je lance Copilot. Ici, je vais appeler mon repository. Hop là, Bookstore TS. Ah, je ne l'ai pas trouvé, je suis allé trop vite. Ah si, il est là. Voilà. Et puis je vais dire, on m'a demandé, ben, je vais reprendre le même prompt. Hop là, on m'a demandé pour, voilà, bon, c'est pas grave. On m'a demandé, je implémente des tests Cypress. Commence par 3 tests simples. Tests simples. Donc là, vraiment, c'est un prompt un peu plus basique, hein, sur la recherche d'auteur, par exemple. Sur la recherche d'auteur. Voilà. Et le mode, le thème Dark Light. Commence par 2 tests simples. Je vais juste Alors, en mettre pense 2. à cliquer sur le task avant de Tout à lancer, fait. hein. Ouais. Hop là, je vais faire comme ça, non? Voilà, c'est une Voilà. autre façon encore, hein, de lancer une tâche Coding Agent. Ce qu'on voulait vous montrer là, c'est que comme Voilà. on n'a pas de connaissances sur ce sujet, eh ben, on va laisser l'agent un petit peu travailler pendant qu'on couvre les autres questions. Allez, je vais le laisser travailler comme ça. Je l'envoie. Ouais, j'ai utilisé le modèle 4.5, l'agent copilote par défaut, qui correspond à copilote tout court. Ici, j'ai pas d'agent spécialisé Cypress. Et donc, on va le laisser travailler. Et pendant ce temps, eh bien, on va peut-être couvrir les autres questions. Et puis, à la fin, on verra ce qu'a donné cette session et puis celle que tu as initiée, Thomas. Ça te va? Yes. Allez, alors, question suivante. Lors de l'Office Hour d'octobre, vous nous avez présenté le projet APN qui était encore en incubation. Quel est le statut de ce projet aujourd'hui? Thomas, peut-être? Alors moi, je connais ce package APM parce que ça a été développé par un de mes anciens collègues, Daniel Mépiel. Et l'idée de ce projet-là, c'est d'aller tirer directement du repository Awesome Copilot, par exemple, des instructions, des prompts, des agents qu'on souhaiterait utiliser dans notre repository. Parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, ça reste encore assez difficile, hein, d'intégrer ces choses-là ou de les copier d'un repository à un autre. Alors, la manière dont ça fonctionne chez GitHub et globalement sur ce produit comme sur les autres, c'est que quand il y a des initiatives comme ça, open source, qui démarrent, souvent, au bout d'un moment, une fois que le projet est relativement mature et qu'il y a une demande de la communauté, eh ben, soit il va être réécrit, soit il va être pris par GitHub pour qu'il soit intégré au produit de manière native. Et en fait, on le voit très bien parce que si vous vous rappelez, il y avait quelques semaines, ou quelques mois, on avait le SpecKit qui était aussi un projet open source qui permettait de créer des instructions à la volée pour démarrer un nouveau projet. Et aujourd'hui, on a le mode plan qui est natif à l'outil. Donc là, on est en train progressivement de créer les briques pour pouvoir partager de l'information, partager des instructions, des custom agents au travers de la plateforme. On a déjà les instructions au niveau de l'organisation qui sont disponibles et qui seront pris en compte par tous les chats et tous les coding agents et toutes les code reviews qui se lancent dans les repositories qui sont sous cette organisation. Et on a également les custom agents qui peuvent être partagés à l'entreprise à partir du moment où ils sont dans un repository précis qui est le .github-private. Vous avez vu, quand on a lancé les sessions de coding agent, on avait déjà un certain nombre d'agents disponibles. Eh bien, ils ont été partagés par l'entreprise. Merci Thomas. C'est vrai que voilà, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de travail, hein, donc c'est intéressant.
Alors, existe-t-il des ressources spécialisées et ou plus adaptées pour du développement Ansible? Ben, bon, moi je dirais Copilot, hein. Ansible, ça reste quand même un langage qui est largement répandu sur Internet, sur l'open source. Copilot a été entraîné dessus, il sait comment faire. Là, moi je dirais éventuellement Custom Instruction. Je suis sûr qu'il y en a une au moins dans le Awesome Copilot et éventuellement un Custom Agent hein, pour vraiment. Copilot, il connaît la syntaxe Ansible. Maintenant, est-ce que vous aimez bien vous mettre vos variables dans du TF var, je sais pas, hein, ou dans le fichier host? Ben ça, ce sera à vous de le spécifier via vos instructions ou votre agent, je pense. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Thomas, à ce sujet. Non, mais c'est un petit peu toujours pareil, hein. Maintenant, il faut passer en context engineering, donc prendre le temps d'écrire les instructions, d'aller les chercher sur Awesome Copilot, d'écrire les custom agents, et vous allez voir que les résultats sont incroyables. Ouais, c'est clair, c'est clair. Ah ben ça, on l'a déjà passé. Alors. Avec Coding Agent de Copilot, comment garantir que les changements générés automatiquement respectent les règles de sécurité et les politiques de branche de mon projet? Thomas, tu veux commencer peut-être? Ouais, alors je pense aux politiques de branche dans un premier temps. Donc tout ce qui est rule set, vous savez que c'est le nouveau système, le nouveau mécanisme de branch protection sur github.com, sont prises en compte et sont évidemment respectées par Coding Agent. Un Coding Agent, c'est un développeur comme un autre qui doit ouvrir sa branche, qui doit travailler sur un projet et qui ensuite, à la fin, sera soumis à tous les workflows qui s'exécutent sur la pull request. Donc ça, il les respecte, c'est obligatoire. Et ensuite, en termes de règles de sécurité, eh bien souvent, les règles de sécurité sont soit définies dans le repository directement, avec un README, avec un security.md, ou alors sont aussi exprimées au travers de workflows qui vont s'exécuter dans la pull request et venir faire un certain nombre de contrôles. Donc là encore, c'est pris en compte. Lorsque le coding agent travaille, il travaille sur une pull request en draft. Et vous avez la possibilité de lancer les workflows pendant le draft ou alors quand on passe sur une pull request plus classique. C'est important enfin de compléter que le coding agent inclut une code review et une analyse code QL dans sa session. C'est complètement intégré aujourd'hui. Et donc, il va chercher des améliorations de code, de typo, de performance, mais également des problèmes de sécurité avant de terminer sa session. Et s'il faut, il va itérer pour les résoudre. Voilà, et CodeQL qui est donc l'analyseur statique hein, fourni, développé par GitHub et par la communauté open source. Alors, quand j'assigne une issue à Copilot, est-ce que le Coding Agent peut tout faire? Ajouter des fonctionnalités, corriger des bugs, écrire des tests, ou y a-t-il des limites, taille du task, complexité, langue, type de code? Alors, bon, tout va dépendre du prompt. Copilot, il peut faire plein de choses. Maintenant, hein, si on regarde un petit peu, alors je vais juste temporairement quitter ça, et là, il y a assigning, donc assigning task, best practice, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même des tâches qui sont sympas, meilleures que d'autres. Alors, c'était pas celui-ci. Alors, assigning task, about assigning task, assigning task to Copilot, c'était peut-être pas ça, là? Bon, le tout est que c'est important de mettre une issue qui est quelque chose qui est bien défini. Hein, donc, je vais essayer de voir si on l'a pas là. Moi, est-ce que c'est about coding task? Ok, about assigning task. Alors, ça doit être ça. Voilà. À mon avis, c'est celle-ci. Overview, Copilot, non, c'est la même. Ok. Alors, de toute façon, bon, du coup, je vais répondre oralement. Hein. L'idée, c'est que on est, comme on l'a dit, dans une ère de context engineering, donc c'est important en fait de bien scoper ce qu'on va demander à Copilot. Lorsqu'on lui demande, par exemple, si on passe sur le bookstore, si j'y demandais, OK, implémente-moi une recherche de livres par ISBN, peut-être qu'il ne m'ajouterait pas les tests. Si par contre, je dis implémente-moi une recherche de livres par ISBN et assure-toi que ça fonctionne bien en rajoutant des tests Playwright, il le fera aussi. Par contre, peut-être que vraiment, il y a des. Je pense que c'est empirique la taille de ce qu'on peut lui demander. Mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, correction de bugs, écriture de tests, il est capable de le faire. Maintenant, je pense que c'est vraiment important aussi de savoir découper. Voilà, donc bon, j'essaierai de vous retrouver cette documentation éventuellement, mais sur github.com, elle y est.
Alors juste, c'est intéressant peut-être de compléter là-dessus que lorsqu'on lance une session de coding agent, que ce soit en local, sur le CLI ou sur le cloud, en fait, on ne sait pas combien d'itérations il va faire, hein. Mais l'objectif, c'est que la session agentique ne s'arrête que quand elle a terminé. Et d'ailleurs, il y avait une question aussi là-dessus dans le Q&A. La session agentique va continuer jusqu'à ce qu'elle ait l'impression d'avoir terminé. Et l'impression d'avoir terminé, c'est ce que vous devez définir dans votre intention. Qu'est-ce qu'il doit faire, mais aussi comment tester et comment s'arrêter. Et ce qui est important de retenir, c'est que ce nombre d'itérations, on ne le connaît pas à l'avance, mais ça peut durer pendant 10, 20, 30, 40, peut-être 50 minutes en fonction de la complexité de ce que vous demandez. Et nous, de notre côté GitHub, on ne comptabilise qu'une premium request. C'est important de garder ça à l'esprit, c'est qu'on ne comptabilise que les entrées utilisateurs pour comptabiliser le quota de requêtes mensuelles. C'est vrai, c'est une précision très importante. Allez, on enchaîne sur la suivante. Donc, dans le cadre de Code Review, Copilot Code Review est-il capable d'intégrer des outils de linting qualité, par exemple, ESLint? Alors oui, tout à fait. Bon, en fait, ça va passer par les rule sets, mais je sais pas si là je sais pas si on l'a poussé encore en preview, même pour nous, hein, je vais peut-être pas. Donc, je vais essayer juste de voir s'il y est. Et s'il n'y est pas, bon, il faudra attendre que ça sorte, hein, mais en gros, ça passerait par les rule sets. Lorsque dans un rule set, on dit, alors, hop là, je veux une pull request. On va essayer de voir, je sais pas où c'est le review ici. Allez, on y va. On y croit, voilà, impeccable. Donc, Manage Static Analysis Tools in Copilot Code Review. Et là, on peut donc maintenant rajouter, voyez, ces fameux outils-là. Donc, CodeQL, hein, ça peut faire non seulement, selon le CodeQL, ça marche par query. QL, c'est pour Query Language. On a CodeQL pour la partie sécurité, c'est pas utilisé par Code Review. Par contre, il y a un pack de query qui s'appelle Code Quality que Copilot Code Review va utiliser lorsque vous cochez cette case-là. Le mode agent fonctionne aussi en ligne de commande CLI. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce workflow par rapport à l'usage via IDE comme VS Code? Alors, je vais enchaîner, mais Thomas, je pense que ça sera bien aussi que tu apportes ta contribution dessus parce qu'il me semble qu'on avait une approche assez complémentaire. Moi, en tout cas, ce que je dirais, c'est que clairement, ce qui est intéressant dans CLI, c'est que on va pouvoir faire tourner Copilot dans un terminal. Et on travaille fort pour pouvoir l'automatiser typiquement dans des workflows GitHub Action. Ce n'est pas encore le cas, mais l'idée c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on va vouloir ramener et pouvoir le lancer de façon totalement autonome sur des runners ou autres. Et pour les plus curieux, ça s'inscrit dans une logique un peu plus ample qu'on appelle Continuous AI. Donc GitHub Next, pour info, c'est un petit peu la partie recherche et développement de GitHub qui regarde, OK, quelles sont les prochaines tendances ou quelles sont plutôt les prochaines bonnes idées qui pourraient être utilisées dans le software, dans le développement logiciel. Et donc, Continuous AI, c'est vraiment ça. En fait, c'est, bon, ben voilà, par exemple, je pousse du code, ben, j'aimerais bien qu'une IA arrive et me fasse la documentation. Je crée une issue, OK, qu'une IA m'aide à faire le triage. Et donc là, on pourrait tout à fait penser que cette IA, cet agent-là, c'est Copilot CLI. Voilà, ça, c'est juste l'approche que j'en ai. Maintenant, Thomas, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, exactement. Moi, je vois ça comme un outil complémentaire. En fait, on a vu dans l'IDE qu'on a la session agentique, mais on est relativement passif quand il travaille. Il faut le regarder travailler. Et puis, en parallèle, on a l'orchestration d'agents asynchrones qui fonctionnent tous en même temps sur github.com. Eh bien, entre les deux, on a le CLI qui apporte un peu le meilleur des deux mondes et puis un mode hybride dans lequel on peut travailler soit en mode interactif, soit en mode silencieux. Et comme tu l'as très bien dit, moi, j'ai commencé à tester ça dans de l'automation, dans des GitHub Actions, où je lance des prompts qui vont se déclencher à la merge request, peut-être pour aller mettre à jour ma documentation sur Notion ou sur Confluence, ou qui vont aller lancer des contrôles supplémentaires. Et ça, c'est vachement intéressant, ça marche dès aujourd'hui. Hein. On utilise la commande copilot-p pour lancer un prompt silencieux. La seule contrainte aujourd'hui, c'est qu'il faut encore s'authentifier avec un jeton personnel, puisqu'il faut pouvoir lier la demande à un utilisateur. Mais on est en train de travailler avec l'engineering sur des crédits apportés à des comptes de service, des GitHub Apps, et ça devrait être déployé dans les prochaines semaines. Et ça va être vraiment sympa. Allez, on essaie d'enchaîner. Bon,
Donc, question suivante. Avec le support de multiples modèles dans Copilot, comment décider quel modèle utiliser? Alors ça, justement, on l'a vu dans le Q&A, il y a eu à nouveau la question posée. Bon, plusieurs éléments de réponse, mais pas de réponse universelle. C'est-à-dire que, par exemple, cette documentation-là, modèle comparaison, va pouvoir vous donner notamment des tasks ARIA. Où est-ce que un modèle Excel? Et moi, j'aime aussi savoir quel modèle a le Vision Support, ce qui permet vraiment d'ingérer des images à copilote, pas forcément d'en générer, vraiment d'en ingérer. Effectivement, par exemple, mon usage personnel, c'est j'utilise un modèle puissant, comme beaucoup de monde, pour la partie planification. Et puis un modèle peut-être un peu plus, par exemple, moi j'aime beaucoup le Haiku 4.5 pour passer à la planification, enfin, pardon, pour passer à l'implémentation et le Claude Sonnet 4.5 pour la planification. C'est mon choix personnel. Il faut aussi éprouver parce que le Opus 4.5, il a l'air très puissant. Et je pense que dans le choix aussi qui doit être fait, c'est notamment le modèle multiplier. Pas du tout ça. Alors, modèle multiplier, il doit être peut-être ici. Hop là, voilà, donc chaque modèle a des coûts, donc l'idée, modèle 0, ça fait un multiplier 0 infini, vous pouvez l'utiliser à l'infini, et puis, vous voyez, le haïku, il est pas trop cher, ça consomme une requête, donc ça va dépendre aussi de ça, vraiment, c'est à l'expérience de chacun. Thomas, tu as peut-être Je suis entièrement d'accord avec toi. On a tous des styles de codage différents, hein. Il y a des gens qui préfèrent travailler sur des petites tâches ou utiliser l'IA sur des choses très précises. Et à ce moment-là, même des GPT-5 seront extrêmement bons pour analyser ce code-là. Et puis, il y a des gens un peu plus comme moi qui préfèrent travailler sur des tâches plus complexes ou plus générales, avec des prompts toujours mal écrits. Et à ce moment-là, il y a des modèles qui sont meilleurs pour comprendre notre intention. Je suis en train de tester le Opus 4.5 et je trouve qu'il est extrêmement bon en ce moment. Le Sonnet 4.5 est évidemment une valeur sûre. Et puis Gemini 3 est extrêmement efficace également. Ça, c'est vrai. Alors, il nous reste peu de temps. Il y a toujours pas mal de questions. Thomas, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu aimerais montrer, par exemple, la sortie de tes sessions d'agent ou pas? Parce qu'on peut prendre une question en attendant. Ouais, peut-être qu'on peut regarder celle de Cypress. Allez, on va regarder celle de Cypress. Tu gardes l'écran et puis on peut voir où il en est. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est possible qu'il n'ait pas terminé. Il y avait une question concernant le nombre d'itérations. On ne peut pas savoir à l'avance combien d'itérations l'agent va faire, combien de temps il va travailler. On en est déjà à 15 minutes, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de la session, il va nous notifier. Et finalement, on peut très bien imaginer lancer ce genre de session de n'importe où et pas seulement depuis notre ordinateur pendant notre temps de travail. C'est disponible sur l'application mobile, GitHub Copilot est disponible sur l'application mobile. Vous pouvez assigner Copilot à une issue ou lancer des sessions agentiques depuis votre bus, depuis le métro, depuis où vous voulez. J'aimerais bien arriver à l'ouvrir parce que là, je pense qu'il y a un petit pépin sur les logs. Donc bon, c'est pas grave. En gros, je peux l'ouvrir comme ça, je pense. Hop, je vais aller là-dessus et on va voir la session ensemble juste pour qu'on voit l'idée un petit peu. Alors là, on a la pull request en cours. Donc voilà, et puis là, on pourrait voir la session. Mais je crois qu'il va nous rebasculer sur... Alors, voilà, si tu veux... Ouais. J'allais dire, si tu veux, je peux montrer la session sur le Swagger. Allez. Allez, elle est terminée. Donc, hop, je vais reprendre le contrôle de l'écran. Ça marche. Tu me dis quand c'est bon, et puis hop là. Super. Eh bien, c'est parti. J'espère que vous pouvez voir mon écran maintenant. Nickel. Voilà, donc vous voyez, j'ai encore une session qui travaille sur la demande de rajout d'un CRUD sur les books. Alors, ça commence à faire un moment. Je l'ai lancé il y a 31 minutes maintenant. Et celle-ci, sur le Swagger UI, elle est terminée. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on commence par initialiser les MCP serveurs. Ces deux-là, GitHub MCP et Playwright, sont par défaut lancés systématiquement. Mais on peut tout à fait en ajouter en venant déclarer des serveurs supplémentaires dans les settings de notre repository.
Ensuite, on a un ensemble d'opérations qui consistent à faire de la découverte du repository. Alors, c'est toujours stateless hein, pour l'instant Copilot, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on envoie une requête au LLM, on envoie un contexte complet et il ne stocke rien en mémoire. On est en train de travailler sur différentes implémentations d'une mémoire à moyen terme ou à long terme, mais ça, pour l'instant, ce n'est pas le cas. On voit très bien qu'il a terminé son travail et là, il va faire un certain nombre de choses. Il va lancer Playwright MCP puisqu'on lui a demandé de créer un Swagger, notamment avec une interface. Donc, il va venir vérifier que cette interface fonctionne, lancer un certain nombre de screenshots pour pouvoir montrer ça dans la pull request ensuite. Si on continue un petit peu, on va voir qu'ensuite, il va lancer des tests in memory, OK, des API tests. Donc ça doit être déjà implémenté dans le projet, j'imagine. Et ensuite, on a l'agent de code review qui est lancé pour vérifier s'il n'y a pas des petites améliorations qu'on pourrait faire sur la typo, les performances ou même des problèmes de sécurité qui se proposent. Si on continue, on va trouver ici CodeQL. On parlait de l'analyse statique de code pour chercher des mauvais patterns, des injections SQL, du cross-site scripting, du remote code execution, des choses comme ça. Et si besoin, il va itérer jusqu'à ce qu'il fixe tous ces problèmes. Et à la fin, il a terminé. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez, il y a une input ici, c'est ce qu'on appelle le mid-session steering, le pilotage en milieu de session. On a tout à fait la possibilité de stopper la session en cours pour lui ajouter des informations supplémentaires, reprompter un certain nombre de choses, et il va redémarrer. Dans mon cas, il a terminé, hein, donc on peut simplement aller voir la pull request, dans laquelle il explique tous les changements qui ont été faits. Alors, c'est une pull request de type draft, hein, parce que je ne l'ai pas encore validé pour relecture. Il explique ce qu'il a fait et il a pris des screenshots de l'implémentation de notre Swagger sur la création ou la lecture de livres. Voilà. Et donc, je vous disais tout à l'heure, hein, c'est pas parce que c'est Copilot qui l'a écrit que le code est parfait. Hein. Il faut continuer à avoir exactement le même cycle de vie. Donc ici, on a l'analyse statique de sécurité qui arrive avec un certain nombre de choses à vérifier. Donc là, des problèmes de rate limits sur des expositions d'opérations. Mais on va trouver également ici les workflows qui s'exécutent, que ce soit des workflows de linting, de test coverage, de dependencies ou d'analyse statique de code comme on l'a déjà vu. Et une fois qu'on est content avec ça, on va passer en ready for review. Alors on pourrait faire l'exercice d'aller récupérer la pull request et de regarder si effectivement le code marche. Mais comme il reste 2 minutes, on va s'en passer, je pense. Quel sens du timing, je vais repartager mon écran. Alors par contre, partager le bon, ce sera mieux. Tac, hop là. Est-ce que c'est le bon? Est-ce qu'il est partagé mon écran ou pas encore, hein? Non. Pas encore, voilà, ça y est, ça ici. arrive. Voilà, alors, bon, on espère que déjà ça vous a plu. Il reste que 2 minutes. Ça, c'est un petit récapitulatif sur l'ensemble des ressources disponibles si vous souhaitez un petit peu creuser l'utilisation de GitHub Copilot. Donc voilà, 3 liens. Sur la gauche, ça va plutôt être, alors c'est des guides et des tutoriaux de Copilot. Sur le milieu, c'est à nouveau ce lien qui permet de récupérer, de voir un petit peu tous les anciens Office Hours. Et puis sur la droite, c'est des learning pathways, on appelle ça à GitHub. C'est des ressources, notamment une qui porte sur Copilot. Ah ben voilà, donc The Hands-on Lab, Office Hour Replay et GitHub Pathway. Les prochaines dates, ça sera le 13 janvier à 17h, le 10 février à 17h également. On espère vous voir nombreux. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à nous donner vos retours parce que c'est important pour nous. Hein, voilà, donc il y a ce QR code puisqu'on a encore une petite minute ou deux. Je vais le laisser comme ça vous laisse le temps de le copier. Et voilà, écoutez, je pense qu'au final, on termine presque en avance. Alors, c'est assez beau. Allez, on va quand même se prendre une toute dernière question, peut-être, alors, si on a le temps. C'était laquelle? Dans le cadre, le mode agent, hop, le plein AI. Ah, celle-ci, en plus, elle est intéressante. Peut-être qu'on va terminer. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec. On n'est pas vraiment très doué des fois sur du PowerPoint, hein, du SharePoint, pardon. Alors, le plan AI de Microsoft GitHub mentionne l'orchestration de plusieurs agents avec Agent HQ. Comment cela va-t-il fonctionner concrètement? Dans une équipe, peut-on assigner différents agents à des tâches différentes en parallèle? C'est justement tout à fait l'idée.
Bon, bah en fait, je pense qu'il est 18h, alors ça sera un teaser pour certainement en janvier, il y aura de quoi montrer tout ça. Qu'est-ce que tu en penses, Thomas? Ouais, c'est exactement ça. Bon, Agent HQ, c'est un concept, hein. C'est plus une manière de dire que GitHub, c'est déjà la maison des développeurs. Il faut que ça devienne la maison des agents. Et donc, on est en train petit à petit de mettre toutes les briques en place. On a déjà 2 agents, Code Review et Coding Agent. Il y en aura d'autres qui vont arriver, qui vont commencer à se parler entre eux. Vous avez vu que le Code Review est appelé par le Coding Agent. Et encore d'autres annonces incroyables qui vont arriver au fur et à mesure de l'année. Voilà, sur ces belles promesses, on vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année et à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci, au revoir. Au revoir.